Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. C'est reparti pour un nouveau numéro du MAG, 3e saison, avec tous les jours un focus sur des initiatives, qu'elles soient locales, départementales, régionales, voire même nationales, avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Tout va bien? Très bien. Tout de rose vêtu, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, gros plan sur la ville de Lille, le chef-lieu de la région des Hauts-de-France. Éducation, priorité des priorités. Vous allez voir dans cette cité mythique, Lille qui se veut une ville durable, mais aussi solidaire. La capitale des Flandres qui a intégré dans ses politiques éducatives la transition écologique. Ça concerne aussi bien le bâti que la cantine. On fera bien sûr un tour avec toutes ces thématiques. Et puis Lille qui vise la labellisation 100% éducation artistique et culturelle. En quoi cela consiste? Quel type d'activité met justement en place la municipalité? Pour sa jeunesse, on en parle tout de suite dans l'expression orale. Et l'expression orale, aujourd'hui, c'est avec Charlotte Brun. Bonjour Charlotte Brun, vous êtes la 3e adjointe au maire en charge du quartier de Oisem et adjointe ville éducatrice et ville à hauteur d'enfants. Vous aussi, vous faites un petit peu votre rentrée. J'imagine qu'il y a un mélange de stress, d'excitation. Vous appréhendez un petit peu ou pas? C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prépare les écoles à accueillir les enfants à la rentrée scolaire. Ouais. À Lille, c'est même une priorité, vous le savez, puisque l'éducation et l'enfance, c'est le premier budget municipal. Donc, avec les équipes de la ville de Lille et les entreprises, nous sommes au taquet maintenant déjà depuis plusieurs semaines pour préparer cette rentrée, faire en sorte que ça se passe mieux. Et d'ailleurs, elle se passera le mieux possible, puisque ce sera pour la 3e année consécutive une rentrée marquée par le fait que les élèves arriveront à l'école avec sur le dos un cartable, mais un cartable vide, puisqu'à Lille, il n'y a plus de liste de fournitures. Tout est intégralement pris en charge par la ville de Lille. Les parents n'ont plus de liste de fournitures, ce qui est un vrai soulagement dans cette période d'inflation, bien sûr, et puis aussi une charge mentale considérable en moins à la veille de la rentrée scolaire. On imagine, vous l'avez dit, c'est la 3e année consécutive que vous faites cette initiative. Vous êtes d'ailleurs la première ville à le faire pendant 3 années consécutivement. Ça vous tenait à cœur? Oui, pour nous, avec Martine Aubry, c'était vraiment une priorité il y a déjà maintenant donc 3 ans que de garantir l'égalité dans l'accès au savoir. Pour nous, l'école républicaine doit rester gratuite. Et au fur et à mesure des années, on a vu que les inégalités des listes de fournitures entre 2 classes, à l'intérieur même d'une école ou entre écoles, s'agrandissaient et les fournitures scolaires étaient de plus en plus source de discrimination sociale. Pour nous, c'était insupportable, alors même qu'on était déjà extrêmement mobilisés aux côtés des écoles pour faire en sorte que les enfants aient vraiment toutes les fournitures dont ils avaient besoin. On a donc mis en place un gros travail avec l'éducation nationale pour, moyennant un budget conséquent, puisqu'il s'agit pour la seule ville de Lille d'un budget annuel de 645 000 €, garantir le fait que dans plus aucune école de Lille, il n'y ait de liste de fournitures. Donc c'est une priorité sociale, c'est un enjeu de justice sociale, et puis c'est aussi un enjeu écologique parce que en prenant les commandes des enseignants, puisque c'est la ville de Lille qui commande directement toutes les fournitures dont ils vont avoir besoin pendant l'année, on les encourage à choisir des labels écologiques, c'est-à-dire des fournitures à un faible impact environnemental, et puis on travaille avec eux également pour que soient vulgariser, approprier des pratiques de consommation plus durables, c'est-à-dire comment est-ce que des fournitures peuvent être mutualisées par exemple, comment est-ce qu'on peut moins consommer certaines fournitures, comment est-ce que quelles sont nos pratiques qui vont nous permettre d'être moins consommateurs. Et finalement à l'école, c'est aussi en apprenant d'autres manières de consommer qu'on devient un citoyen éco-responsable. Vous me dites qu'effectivement avec ces fournitures et cette dimension écologique, c'est pas forcément cher, c'est le message que vous souhaitez faire passer justement aux autres municipalités, pourquoi pas? On travaille beaucoup avec les autres collectivités. Vous savez, en France, les villes sont souvent extrêmement impliquées sur le champ éducatif. Elles ont d'ailleurs comme responsabilité institutionnelle le fait de s'occuper des écoles primaires et elles sont très souvent fortement aux côtés des écoles sur ces questions de dotation en matériel. Et on invite vraiment l'éducation nationale et les collectivités à se mettre autour d'une table et à voir comment est-ce qu'on peut réussir à parvenir dans toutes les villes à ce qu'il n'y ait effectivement plus
de liste de fournitures à la charge des familles. Il est d'ailleurs de la responsabilité de l'État et du ministère que de veiller à ce qu'il y ait une forme d'égalité territoriale. Là-dessus, on entend beaucoup les villes qui s'impliquent en cette rentrée scolaire. Elles sont nombreuses à être impliquées, quel que soit le format. On entend beaucoup les familles regretter avec évidence cette inflation très forte qui porte sur les fournitures en cette rentrée scolaire. Mais on n'entend pas beaucoup le gouvernement en ce moment sur l'implication nécessaire, qui serait pourtant nécessaire de la part de l'État pour aider les collectivités à aller vers cette prise en charge des fournitures scolaires et une équité territoriale d'un bout à l'autre du territoire national. C'est une idée qui a été difficile à faire passer, ou il y a eu un consensus assez large et assez rapide? On a mis près d'1 an et demi à travailler cette proposition avec l'Éducation nationale, en prenant le temps avec un comité de pilotage qui est toujours en vigueur d'ailleurs, impliquant de nombreux directeurs d'école pour vraiment prendre le temps de calculer, de mettre en place un dispositif qui soit au plus près des besoins des enseignants. Notre objectif étant vraiment tout à la fois d'obtenir la gratuité pour les familles, mais aussi de respecter leur liberté pédagogique. Et donc je pense que ce travail préalable qu'on avait mis en place les a fortement rassurés. Et puis on avait aussi garanti les enseignants et les directions d'école que s'il y avait des problèmes dans l'année scolaire qui suivait, eh ben, on serait à leur côté matériellement. Donc il y avait un climat de confiance. Donc mis à part ces petites appréhensions du début qui ont vite été levées, il faut reconnaître que c'est un dispositif qui est très 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 apprécié, tout à la fois des familles, bien sûr, mais également des enfants et des enseignants, ces derniers nous disant qu'ils ont beaucoup moins de sujets de tension, puisque les fournitures scolaires, je vous le disais, sont évidemment source de discrimination, sont facteurs de blocage. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'il y ait des inégalités sociales dans l'accès au savoir. Et puis, c'est source de conflits parfois entre enfants. Donc là, aujourd'hui, ça permet de construire un cadre plus apaisé sur ces questions-là dans l'école. Et puis, tout concrètement aussi, ça permet, vous savez, parfois les enseignants ont du mal en primaire à apprendre la tenue d'un stylo à des enfants. Il y a des enfants qui sont plus en difficulté sur la motricité fine, et bien là l'enseignant décide lui-même précisément de toutes les fournitures scolaires dont il va avoir besoin, du crayon à papier en allant jusqu'à un éventuel porte-vue, classeur, tube de colle. Alors même là-dessus il y a donc des pratiques plus durables d'ailleurs, hein. C'est fini à Lille les 15 tubes de colle par élève pour l'année scolaire. On favorise maintenant des plus gros formats. Voilà, donc c'est vraiment ça, ce dispositif est très apprécié aussi parce qu'il met vraiment les besoins des enseignants au cœur du processus de commande des fournitures scolaires. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs un petit peu comme celui-ci que vous souhaiteriez dans un futur proche mettre en lumière, mettre en place? À Lille? À Lille? À Lille, on est également, on déploie en ce moment très fortement, je pense que vous le savez, mais Lille est très impliquée sur le fait de faire des écoles, des lieux exemplaires en termes de transition écologique. Donc la transition écologique, ça passe bien sûr par une adaptation des bâtiments. C'est ce que nous faisons en ce moment sur 3 écoles, après avoir déjà travaillé sur le bâti scolaire d'une école, c'est-à-dire comment faire en sorte de réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Les écoles et les bâtiments publics ont effectivement leur part à jouer. Et donc là-dessus, avec la première adjointe de la ville, Audrey Linkenheld, nous déployons un programme assez ambitieux de rénovation thermique des bâtiments par l'extérieur notamment, c'est-à-dire en faisant vraiment en sorte que les bâtiments
Et grâce à des rénovations énergétiques globales et assez massives, bâtimentaires, et bien beaucoup moins de consommation énergétique. Donc ça, c'est un chantier extrêmement important qui est complété par un autre chantier fondamental. C'est-à-dire à Lille, 100% dorénavant de nos cours d'école sont végétalisés. Mais il y a quelques années, on a pris un chemin nouveau qui consistait à ne pas se contenter d'une végétalisation des cours d'école, mais pour en faire de véritables îlots de fraîcheur, on a commencé à enlever intégralement le bitume de nos cours d'école. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de végétaliser, on s'est rendu compte qu'en enlevant le bitume et en remplaçant le bitume tout à la fois par de la terre, mais aussi par des matériaux qui permettent l'absorption intégrale des eaux de pluie dans le sous-sol, eh bien on faisait des cours d'école de véritables îlots de fraîcheur. Donc aujourd'hui, sur nos 79 cours d'école, on en a 10 déjà qui sont débitumés. Ce sont des travaux assez conséquents et coûteux, qui sont par ailleurs portés avec les enfants de ces écoles, puisque c'est une Lille a pour ambition d'être une ville à hauteur d'enfants, et ça consiste à prendre en considération la parole des enfants sur leurs besoins notamment. Eh bien, nous transformons les cours d'école pour en faire de véritables îlots de fraîcheur qui bénéficient bien sûr aux enfants, mais aussi à tout le quartier, puisque un quartier dont la cour d'école serait ouverte ou pas, mais végétalisée et débitumée, est un quartier qui sera rafraîchi grâce à cet îlot de fraîcheur. J'insiste parce qu'en fait, c'est un levier pour les collectivités. On sort d'un été particulièrement chaud et on se demande quels sont les leviers pour les collectivités. Eh bien, les collectivités comme levier ont bien sûr les bâtiments qu'elles possèdent, mais aussi les espaces publics qui font partie de leur patrimoine. Les cours d'école à Lille, ce sont 16 hectares de territoire, et sur ces 16 hectares, nous avons donc la main pour contribuer à des espaces dans lesquels il y ait davantage de fraîcheur. Charlotte Brun, je rappelle que vous êtes troisième adjointe au maire en charge du quartier de Oisem et adjointe ville éducatrice, et vous venez de l'évoquer, de la ville à hauteur d'enfant. Qu'est-ce que ce concept, si je puis dire, de ville à hauteur d'enfant, qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a quelques années, Lille avait organisé avec le réseau des villes éducatrices un colloque sur justement qu'est-ce que c'est qu'une ville à hauteur d'enfant, et on a vraiment souhaité aller plus loin suite à ce colloque, en faisant en sorte que notre ville, qui est une ville amie des enfants dans le cadre du réseau UNICEF, eh bien, à tous les échelons, considère les enfants non pas comme des citoyens de demain, mais comme des citoyens d'aujourd'hui. Ça consiste à les associer à la définition des projets qui vont concerner leur quotidien, mais pas uniquement les sujets classiques auxquels on pourrait penser, comme les cours d'école ou les aires de jeu. Aujourd'hui, à Lille, les enfants sont concertés pour tous les projets d'espace public. C'est-à-dire dès qu'on rénove un parc, on réhabilite ou on crée une place, les enfants sont concertés dans le cadre d'une concertation plus large, et leur parole est prise en compte dans nos travaux et dans nos dessins, parce que nous considérons que c'est essentiel en fait. Les enfants ne sont pas juste les citoyens de demain, c'est-à-dire c'est en prenant en considération leurs besoins d'aujourd'hui, leurs envies, et en se rabaissant à un peu plus petit que nous aujourd'hui, c'est-à-dire en étant à la taille d'1 mètre ou 1,20 m, et bien en fait bien sûr on sert la construction d'une ville engagée et citoyenne. À Lille d'ailleurs, on a un budget participatif auquel tout le monde à partir de 9 ans peut voter, et pour s'assurer que les projets portés par les enfants puissent voir le jour, le maire de Lille a souhaité que 500 000 € des 2 millions d'euros consacrés au budget participatif soient au moins consacrés aux projets portés et labellisés par les enfants. Donc pour nous, la prise en compte de la parole des enfants, elle est essentielle. Et puis elle sert tout le monde, c'est-à-dire qu'on adapter des trottoirs à hauteur d'enfant, adapter des passages piétons à hauteur d'enfant, adapter des espaces publics à hauteur d'enfant, c'est ralentir la ville, c'est servir les piétons quels qu'ils soient,
quel que soit leur âge. Et une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville qui prend en considération chacune et chacun, avec l'objectif d'inclusion, quel que soit son âge, qu'on ait plus de 70 ans ou moins de 10 ans, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on attende un enfant, qu'on ait une poussette ou qu'on soit en fauteuil roulant. Donc notre conviction, elle est là, c'est-à-dire que la ville à hauteur d'enfant, c'est la ville de toutes et de tous. C'est une ville plus à hauteur de chacune et de chacun, un peu plus ralentie et plus bienveillante. C'est-à-dire que le développement des rues scolaires, c'est d'ailleurs le cas de la ville de Lille, ça ne suffit plus aujourd'hui ? Alors le développement des rues scolaires, c'est extrêmement important, hein. C'est-à-dire que ça permet vraiment de faciliter l'arrivée des enfants ou leur départ de l'école autrement qu'en voiture. Ça protège les piétons et aussi ça favorise les circulations des vélos. Donc nous aujourd'hui à Lille, on a 26 écoles qui bénéficient d'une rue scolaire et puis on en a 10 qui ont une aire totalement piétonne devant elles. Quand c'est possible, on va plus loin que la rue scolaire et on piétonise totalement. C'est aussi une autre manière d'appréhender, au-delà de ces mobilités, c'est aussi une autre manière d'appréhender la place de l'école dans des villes parfois denses. C'est-à-dire que grâce à une rue scolaire, on s'attarde devant l'école, on peut discuter comme sur une place de village, on peut jouer à l'entrée ou à la sortie de l'école. Et puis, comme ce sont des installations qui sont assez faciles à déployer, elles bénéficient aussi à tout le quartier. Il n'est pas rare à Lille qu'une association d'habitants du quartier nous demande à fermer la rue scolaire, mais qui ne devient plus rue scolaire, qui est rue aux habitants, et qui va être fermée le temps d'une soirée ou le temps d'une journée le week-end pour y organiser un repas, une fête ou une braderie. Donc, en fait, c'est un dispositif qui bénéficie aux enfants et dans certaines de ces rues, qui a été totalement approprié par des habitants convaincus de la nécessité de pouvoir bénéficier de davantage d'espaces piétons desquels les voitures seraient sorties en partie dans la journée ou un peu plus en cas de piétonisation de rue aux enfants par exemple le samedi ou le dimanche. Et je vais vous livrer un secret, nous avons sur ce plateau l'une des meilleures vendeuses de la braderie de Lille. Si, c'est pas une blague, c'est parti, la loupe. Allez, on ne parle pas de la braderie de Lille. Tu nous donneras tes petits tips, tes petits conseils la prochaine fois, Irina, parce qu'on sait que tu viens de là-bas. Tu nous parles de l'ESJ de Lille et de l'éducation aux médias. Oui, l'école supérieure de journalisme de Lille, très réputée, a été fondée en 1924. Et les établissements peuvent mener un projet média, donc en milieu scolaire. Un journaliste professionnel, donc de la presse écrite, du web, de la radio ou encore de la télévision, peut accompagner une classe pendant plusieurs séances. Les élèves vont pouvoir découvrir l'univers du journalisme et créer un média. Les 11-17 ans du centre social au Boilly à Tourcoing ont par exemple monté un projet avec l'ESJ Lille. Les élèves ont préparé des sujets et enregistré une émission dans les conditions du direct. Regardez. Ça a été important de leur faire découvrir le journalisme de façon ludique avec les outils de l'éducation populaire, donc en les faisant faire. On a eu 2 vocations qui ont été créées puisqu'il y a 2 jeunes qui nous ont dit vouloir faire ce métier et ça a été une vraie révélation pour eux. Parce que, genre, je sais pas, c'était la première fois que j'ai testé. Et comme, en fait, chaque jour, je découvrais plus de choses et c'est ça qui était bien, en fait. En fait, moi, j'écoutais pas vraiment les radios. Et là, je sais pas, pendant un moment, j'ai eu envie d'écouter un peu plus. Comme ça, je sais pas, ça m'informe. Et c'est aussi l'occasion de préparer des flashs radio pour travailler justement l'oral ou alors de distinguer une information d'une fake news. Et les établissements scolaires peuvent également participer au projet Le Média, c'est toi. Oui, cette opération a été lancée en 2021 en partenariat avec l'ESJ Lille, l'Institut national de l'audiovisuel et France 3. Alors 20 établissements ont déjà participé à ce projet. Les élèves de collège ou de lycée doivent s'exprimer sur un sujet de société
réalisé dans une vidéo ou un podcast de 3 à 5 minutes. Un journaliste de France 3 les accompagne pour les aider justement à trouver un angle, une problématique, ou alors il n'hésite pas à leur expliquer les règles d'écriture. La délégation Nord de l'INA prépare des images d'archives de la télévision que les élèves pourront récupérer, et l'ESJ Lille met à disposition son News Truck. Alors c'est un camion, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est un camion équipé de toute la technique pour pouvoir tourner et monter, et les étudiants en journalisme de l'académie sont également impliqués et sollicités dans ce projet. Ils n'hésitent pas à aider la classe. Et l'ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, avait montré son envie justement de mettre en avant justement cette éducation média. Oui, lors de la semaine de la presse et des médias qui a eu lieu en mars dernier, Pap Ndiaye avait annoncé son ambition de permettre au moins une fois par an dans chaque classe du CM1 à la terminale des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Il avait dit, je cite, « Nous sommes dans un monde où les fake news circulent à une très grande vitesse et rebondissent d'un réseau social à l'autre. Leur détection, leur hiérarchisation, la prudence aussi à l'égard des informations qu'ils recouvrent est essentielle. » Et le CLEMI est également engagé tout au long de l'année dans l'éducation justement à ces médias. Depuis 40 ans, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information propose plus d'une centaine de ressources pédagogiques, mais aussi des formations afin de s'adapter et de répondre surtout aux besoins des personnels d'éducation. Charlotte Brun, comment, à votre niveau, au niveau de la municipalité lilloise justement, vous pouvez encourager dans cette éducation aux médias ? L'ESJ est un partenaire de la ville de Lille. Nous les finançons pour intervenir auprès des enfants dans le cadre d'ateliers, de clubs, notamment sur le temps du midi et le mercredi. Donc nous avons effectivement un plan intitulé Vivre ensemble qui contribue à faire de l'éducation aux médias notamment. Et notre partenaire principal, c'est l'ESJ qui déploie des activités extrêmement pertinentes pour sensibiliser les enfants aux fake news, pour faire attention également à la lecture d'images sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, l'ESJ est également très présente dans les collèges d'éducation prioritaire, notamment en déployant des cordées de la réussite, et notamment dans le cadre de nos 2 cités éducatives du territoire lillois. Charlotte Brun, Lille qui souhaite aussi, décidément, la municipalité qui est sur tout le front, être labellisée 100% éducation artistique et culturelle. Pourquoi cette labellisation que vous appelez de vos voeux, ça vous tient autant à cœur ? Nous avons effectivement demandé lors de notre dernier conseil municipal de pouvoir être labellisé territoire 100% EAC. En fait, à Lille, la culture fait partie de notre ADN. Alors, je ne dis pas ça uniquement pour votre collègue journaliste qui semble bien connaître le territoire lillois et sa braderie. La culture fait partie de notre ADN. Et depuis notre premier projet éducatif global que nous avons adopté en 2005, nous déployons dans le cadre du temps scolaire et pas uniquement dans le cadre du temps périscolaire, énormément d'interventions culturelles avec des agents de la ville qui sont tout à la fois des intervenants des médiathèques, des professeurs d'éducation artistique et musicale, ce qu'on appelle des dumistes, mais également des professeurs de théâtre. Ils sont extrêmement mobilisés. On a 3 plans culturels qui interviennent donc sur tous les temps de l'enfant, sur le temps scolaire aux côtés de l'enseignant, mais aussi sur le temps périscolaire dans le cadre de clubs le midi. Et on a près de 9000 de nos 12 000 élèves qui tous les ans bénéficient de ces activités portées par nos agents dans le cadre scolaire. J'insiste parce qu'en fait, ce ne sont absolument pas toutes les collectivités territoriales qui interviennent sur le temps de l'école. Le temps de l'école, normalement, il est uniquement porté par l'éducation nationale. Eh bien, à Lille, les enseignants peuvent, sur la base d'un projet, déployer ce projet en s'appuyant sur les ressources humaines de la ville de Lille et pas uniquement sur nos lieux ou les expositions de très grande qualité que nous déployons. Donc, entre ces plans qui sont historiques à la ville de Lille, mais également tous les projets que nous portons, on a aujourd'hui des classes découvertes dans Lille
qui envoient une classe par exemple au musée, une autre classe à l'Institut de la photo, une classe au Palais des Beaux-Arts. Eh bien, on a tout un panel d'interventions culturelles qui font aujourd'hui la richesse du territoire lillois et qui montrent bien qu'à Lille, en fait, la culture, c'est d'abord et avant tout un levier pour s'épanouir, s'émanciper également, et ce, à tout âge. C'est-à-dire à Lille, nous sommes convaincus que nous agissons ensemble, au travers de l'éducation, mais également sur tous les temps de l'enfant, pour que ne se reproduisent pas les déterminismes sociaux et culturels. Donc l'éducation artistique et culturelle est un pilier de notre politique, et nous souhaitons, grâce à cette labellisation 100% EAC, eh bien, qu'il y ait un véritable continuum entre les politiques que nous portons dès la naissance de l'enfant, mais également jusqu'au lycée. Donc c'est ça que nous avons construit avec les partenaires, et notamment avec l'Éducation nationale, pour qu'il y ait un véritable continuum de l'enfant et de l'ado à Lille dans son éducation artistique et culturelle. Ouais. C'est tout à la fois toucher, développer ses sens, avoir confiance en soi, créer. Voilà, l'éducation artistique et culturelle, elle sert tous les apprentissages et elle est essentielle à l'épanouissement de chacune et de chacun. Comment vous arrivez à votre niveau dans la ville de Lille à impacter effectivement l'éducation dès la petite enfance? On sait que les premières années sont aussi très importantes. Les premières années sont très importantes. Alors la ville de Lille a plusieurs crèches municipales et puis finance de nombreuses places dans des crèches associatives. Donc par une politique de la petite enfance qui est inclus dans notre projet éducatif global déjà, effectivement, on est très impliqué dès la petite enfance. Alors là, aujourd'hui, dans le cadre de ce plan 100% EAC, on souhaite vraiment que nos intervenants culturels soient encore plus en lien avec ces structures de la petite enfance. Mais tous les enfants de moins de 3 ans ne sont pas dans des structures petite enfance. Donc c'est ça que nous développons avec la ville à hauteur d'enfant, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants, avant même 3 ans, soient ouverts à la créativité artistique et soient les bienvenus dans l'ensemble de nos lieux. Là, en ce moment, le musée d'histoire naturelle, par exemple, de la ville de Lille, va avoir un très beau lifting, de gros travaux, et il y aura toute une partie du musée d'histoire naturelle qui sera dédiée aux 0-3 ans. Uniquement aux 0-3 ans. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis, j'insiste, nous avons également développé, dans le cadre de nos 2 cités éducatives, de nombreux dispositifs de classe passerelle. Et ça, ce sont des dispositifs qui sont essentiels justement pour pouvoir toucher des enfants qui ne sont pas en structure de petite enfance aujourd'hui et qui peuvent rejoindre une école maternelle dès 2 ans, grâce au fait que se trouve aux côtés de l'enseignant et de l'ATSEM un éducateur jeune enfant financé par la cité éducative qui va pouvoir vraiment permettre des premiers pas de qualité de l'enfant et de sa famille dans l'école. C'est-à-dire, Charlotte Brun, qu'avec ces classes passerelles que vous évoquez justement, on peut accompagner dès 2 ans l'enfant jusqu'à sa scolarisation avec un accompagnement renforcé, si je puis dire? C'est ça. Le dispositif des classes passerelles à Lille, nous l'avons pensé de telle manière à ce que en fait, nos éducateurs jeunes enfants font le lien avec l'ensemble des structures du quartier en question et vont accompagner des familles et des enfants qui n'étaient pas dans des crèches et dont la famille peut sembler un peu éloignée de l'enjeu de la scolarisation de leur enfant. Donc c'est un suivi extrêmement fin et
et méticuleux de chaque enfant et de chaque famille qui garantit vraiment des premiers pas à l'école en toute petite section à la carte en fait pour chacun de ces enfants grâce à la présence de cet éducateur jeune enfant dans les classes aux côtés de l'enseignant et de l'ATSEM. C'est vraiment un dispositif à encourager et à développer. Je sais justement que vous avez pour mission de développer le bien-être de tous ces jeunes, effectivement, dans vos établissements. Quels sont vos indicateurs, justement, quand on a parlé un petit peu, bien sûr, du numérique, des arts, de la culture? Comment vous arrivez justement à avoir des retours de terrain? Sur le bien-être des enfants? Tout à fait. Eh bien, grâce à l'UNICEF, je vous ai dit, ça fait 30 ans qu'on est ville amie de l'UNICEF et on prend à cœur à Lille de participer aux consultations nationales de l'UNICEF. Et donc, les enfants contribuent régulièrement aux consultations nationales. Et donc, on a un état des lieux régulier sur leur bien-être dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire. État des lieux, évidemment, à l'échelle de la ville de Lille. Hein, ce sont des questionnaires remplis de manière anonyme. Et puis, tout à l'heure, on parlait de notre attachement à la concertation des enfants. Je vous ai parlé du budget participatif à Lille. Mais à Lille, nous avons également un conseil municipal des enfants. Ce conseil municipal des enfants, il existe depuis plusieurs décennies également et chaque école est représentée au conseil municipal des enfants. Et cette année, les équipes du périscolaire ont comme mission, ça faisait partie de la feuille de route que nous avons votée l'année dernière à l'unanimité du conseil municipal, le projet éducatif global numéro 4, ils ont comme mission de faire des conseils d'enfants sur le temps du midi pour chacune des écoles. Donc, quels sont nos éléments de retour? Tout simplement en les écoutant et en garantissant le fait que ce soit le conseil municipal des enfants à l'échelle de la ville de Lille, mais dans lequel toutes les écoles de la ville de Lille, publiques comme privées, sont représentées, et à l'intérieur des écoles par ces conseils d'enfants, eh bien, nous avons aujourd'hui tous les outils pour pouvoir écouter correctement les enfants. Lille, décidément pionnier également en ce qui concerne le PEG, le PEG, je ne sais pas comment vous l'appelez effectivement, de ce projet éducatif global. Un grand merci à vous, Charlotte Brun, de nous avoir accordé ces minutes précieuses en cette rentrée qui forcément est toujours un peu rythmée, on l'imagine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro du MAG sur School TV. Charlotte Brun, vous êtes la 3e adjointe au maire en charge du quartier de Oisem et adjointe ville éducatrice et ville à hauteur d'enfant. On a appris ce que c'était aujourd'hui, c'est ô combien important. Merci à vous et merci à toi Irina. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission, un nouveau MAG. Excellente journée.